Merci de votre fidélité à la TFM. Soir d'info, la suite avec l'économiste du développement Nongo Samba Sylla. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Dieu. Merci d'avoir accepté notre invitation, co-auteur du livre de la démocratie en Afrique, en France-Afrique, votre deuxième ouvrage après L'arme invisible de la France-Afrique, une histoire du franc CFA. Votre nouveau livre propose une autopsie de la France-Afrique, un livre d'histoire, d'enquête et une analyse de l'impérialisme électoral de la part des autorités françaises en Afrique. On va en parler. Mais d'abord, une question économique, une question d'actualité. L'Assemblée nationale au Sénégal a démarré les travaux en vue de l'adoption du budget 2025. Les principes directeurs sont centrés sur la rationalisation des dépenses d'investissement et courantes ainsi que des efforts de relèvement des recettes. Comment accueillez-vous cette nouvelle politique budgétaire ? En fait, c'est une politique budgétaire qui se justifie parce que le gouvernement a récemment élaboré sa vision pour 2050, sa vision de développement, dans un contexte, il faut l'avouer, très difficile, marqué par un encours et un service de la dette très important. En fait, depuis la pandémie de Covid-19 et puis les développements associés au conflit russo-ukrainien, on a vu que beaucoup de pays du Sud en fait, sont dans une situation très difficile de crise de la dette. Le Sénégal, malgré qu'on ait des indicateurs mieux que la plupart des pays du Sud, en fait, nous faisons face quand même à un problème important de crise de la dette. Et on peut le voir au niveau du budget, parce que quand vous regardez, par exemple, pour 2025, ce qui est prévu, c'est 900 milliards de CFA qui vont être payés au titre des intérêts sur la dette totale du gouvernement sénégalais. En 2025. En 2025. Et donc, quand vous achetez le principal, le service de la dette, c'est 2900 milliards. Donc, c'est les 2/3 des recettes fiscales. Donc, ça veut dire que, bon, la dette, elle ne se paie pas intégralement à travers le budget de l'État, mais à travers de nouveaux emprunts. Et donc, c'est quelque part un legs du régime précédent que le régime actuel, auquel le régime actuel devra faire face. Mais c'est très, très compliqué. C'est très, très compliqué et très lourd parce qu'en 5 ans, le régime actuel va payer 11 000 milliards de francs CFA. Au minimum. Dette intérieure et dette extérieure. Donc 18 milliards. Et juste pour vous donner un ordre d'idée, par rapport à la dette extérieure du Sénégal, de 1960 à 2017, on n'a jamais payé plus de 200 milliards du budget du Sénégal pour le service de la dette, c'est-à-dire intérêt plus principal. Mais là, en 5 ans, intérêt plus principal, ça va être plus de 11 000 milliards. Et comme je l'ai dit, en fait, tout ne se paye pas à travers le budget, mais il va falloir de nouveaux emprunts. Et ces nouveaux emprunts vont dépendre des conditions du marché. Il faudra se réendetter pour payer le service de la dette. Tout à fait. Et ce qui sera un service infernal, ce que vous appelez, vous, les économistes, la pyramide de Ponzi. La pyramide de Ponzi, bon, j'avais attiré sur ça depuis 2019. Et malheureusement, c'est lié à notre modèle économique et aussi à notre absence de souveraineté monétaire. Alors, on a beaucoup épilogué sur les chiffres Nongo Samba Sylla. Le programme du FMI a été temporairement suspendu, vous le savez, au Sénégal, donc suite à la publication de l'audit de l'IGF. La note du Sénégal a été également abaissée par Moody's. À l'heure actuelle, que faut-il comprendre concrètement de la situation économique sénégalaise ? En fait, c'est une situation difficile qui n'est pas particulière au Sénégal. D'autres pays, par exemple l'Éthiopie, le Kenya, le Ghana, etc., ont été en discussion avec le FMI parce que ces pays ont fait défaut sur la dette. Dans le cas du Sénégal, on n'a pas fait nos défauts sur la dette. Donc le Sénégal est dans une situation plus enviable d'une certaine manière, aussi avec les perspectives liées aux hydrocarbures, etc., la rationalisation de nos ressources, le meilleur contrôle. Mais toujours est-il qu'il y a cette chape de plomb qui est cette dette-là dont nous avons hérité. En fait, ce que les gouvernements ne comprennent pas généralement, c'est qu'en fait, la dette en monnaie étrangère, elle a une dynamique différente de la dette en monnaie nationale. Tout à fait. La dette en monnaie nationale, elle est soutenable tant que la Banque centrale, qui est l'agent qui assure la solvabilité du gouvernement, met des taux d'intérêt qui sont inférieurs au taux de croissance. La dette en monnaie étrangère, vous ne contrôlez pas. Ça dépend de ce qui se passe, et notamment de la politique de la Banque centrale américaine. Et donc, généralement, un gouvernement qui est souverain sur le plan monétaire, c'est un gouvernement qui évite de s'endetter en monnaie étrangère. Bien sûr. Et généralement auprès des créanciers privés. Parce que c'est plus difficile à restructurer la dette. Par exemple, les eurobonds, c'est plus difficile à restructurer. Oui, on va parler de la monnaie, parce que si le lien est trouvé avec le prétexte est trouvé avec votre livre avec Fanny Pigeaud, mais l'État du Sénégal veut domestiquer l'économie. Est-ce que la capacité nationale d'investissement peut permettre l'opérationnalisation de la vision 2050 ?
En fait, c'est une vision généreuse et qui, à mon avis, va dans la bonne direction. Mais nous n'avons pas les instruments de notre développement. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'il n'y a aucun exemple de développement économique à la périphérie. Parce qu'en fait, il y a eu différentes phases de développement à travers l'histoire. Par exemple, la Grande-Bretagne s'est d'abord développée. Elle a été rattrapée par, disons, les États-Unis, le Japon, la France. Par la suite, il y a, par exemple, les pays asiatiques, par exemple, la Corée du Sud, Taïwan, etc. Après, il y a eu la Chine. Mais à chaque fois, ce que vous voyez, c'est que l'État assume un rôle de plus en plus grand. Et donc, les pays qui ont obtenu des taux de croissance économique importants, des taux d'industrialisation importants, c'est des pays où l'État a un contrôle sur le secteur monétaire et financier. Il faut avoir ces instruments. Ce qui n'est pas notre cas du tout. Ah non, on n'a pas les instruments. Donc, ce qu'on peut faire à la limite, c'est juste qu'on y a à nous endetter. Et tôt ou tard, vous allez avoir une crise de la dette. Donc, c'est une vision généreuse, peut-être un peu trop ambitieuse. Oui, en fait, il faut de l'ambition. Mais peut-être que dans le cadre de cette ambition, justement, le gouvernement, je l'espère, va pouvoir se dire que maintenant, il nous faut ces instruments. Parce que sans ces instruments, on va tourner en rond. Oui, mais en attendant cette nouvelle politique monétaire, parlons de l'état des lieux, hormis la limitation des exonérations fiscales et la baisse du train de vie de l'État, de quel levier disposent justement les gouvernants pour mobiliser les ressources domestiques? En fait, ce qu'il faut comprendre, et peut-être là, nous n'aurons pas le temps, c'est que quand vous avez votre propre monnaie, vous n'avez pas de contraintes financières dans votre propre monnaie. C'est-à-dire que l'État a le monopole de l'émission de sa monnaie, de sa devise. Et donc, l'État peut toujours émettre sa propre monnaie. Par exemple, dans les pays, comment ça marche? Par exemple, les pays qui ont leur propre monnaie. Le Parlement valide le budget et la loi peut décider que, en fait, le budget, il va être crédité dans un compte central de l'État. Par exemple, en Grande-Bretagne, c'est comme ça que ça marche. Et une fois que le budget est crédité, l'État dépense. Après, une partie va revenir sous forme de recettes fiscales. Ça veut dire que quand on a sa propre monnaie, on n'est pas obligé, d'entre guillemets, de mobiliser des ressources. Bien sûr. Et les taxes et impôts sont très importants, mais n'ont pas un rôle de financement. Et donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Et donc, vous avez besoin des investissements étrangers pour les ressources réelles que vous n'avez pas, les expertises, les technologies, les équipements que vous n'avez pas. Mais tout ce que vous pouvez faire vous-même, vous pouvez financer vous-même. C'est une question légale, hein? C'est pas une question de on n'a pas d'argent. Un État qui dit on n'a pas d'argent, c'est qu'un État qui ne comprend pas comment fonctionne le système monétaire et financier. De la démocratie en France-Afrique, c'est le titre de votre livre avec Fanny Pigeaud. Le prétexte d'ailleurs donc de cet entretien, mais l'actualité toujours, c'est le sommet de la CEDEAO tenu ce week-end donc à Abuja, que la CEDEAO qui a acté la sortie officielle des États de l'AES à compter du 29 janvier 2025. Quelle est votre analyse de cette nouvelle situation? En fait, pour moi, ce n'est pas une surprise. Les pays de l'AES, Mali, Niger, Burkina, avaient dit depuis plus d'un an que nous allions sortir de la CEDEAO. Et donc, la CEDEAO a entériné leur décision en leur disant que je vous donne une fenêtre de 6 mois pour revenir à la raison, etc. Mais en fait, ce qu'il faut dire, c'est que c'est la CEDEAO elle-même qui s'est tiré une balle dans le pied. Parce qu'on peut être contre les coups d'État militaires. C'est légitime. Mais on n'essaie pas de résoudre les coups d'État militaires en imposant des sanctions illégales et cruelles vis-à-vis des peuples. Quand le régime de... Comme ce qui s'est passé au Niger, par exemple. Au Niger, oui. Quand Mohamed Bazoum a été renversé, en fait, la première décision de la CEDEAO, ça veut dire on va faire la guerre. On ne peut pas faire ça avec ses voisins. Nous-mêmes, le Sénégal, nous devrions nous excuser parce que nous avons mis en place des sanctions illégales contre le Mali. Vous savez, le Mali est notre principal partenaire. Tout à fait. Et ce cachet de le Mali, c'est plus que ce cachet de l'Union européenne à 28. Parfois, c'est le double. Le Sénégal exporte plus d'abord vers le Mali. Plus vers le Mali que l'Union européenne à 28. Parfois, c'est le double. Et nous avons mis des sanctions illégales qui ne reposent sur aucun texte. Et la plupart des sanctions de la CEDEAO ont été illégales. Donc, ces pays devraient s'excuser d'abord, les pays de la CEDEAO, et même procéder à des réparations vis-à-vis de ce qui a été fait dans ces pays. Parce qu'on a tué des gens. Ce qui a été fait dans un cadre communautaire aussi, hein, dans Sambasila. Oui, mais sur des bases totalement illégales. Je vais vous donner un exemple. Allez-y. Vous savez, par exemple, en janvier 2022, la CIA a décidé de sanctions financières contre le Mali et la Guinée. Mais il y a des sanctions financières qui n'ont pas pu être mises en œuvre dans le cas de la Guinée parce qu'ils ont dit qu'ils allaient geler les réserves et aussi les actifs financiers de ces deux pays dans les institutions régionales. La Guinée a sa propre banque centrale. Et donc la Guinée avait toujours accès à sa banque centrale et à ses comptes au sein du système bancaire guinéen. Mais dans le cas du Mali, le Mali a été privé de l'accès, le gouvernement malien, à ses propres comptes. La BCEAO a fait ça.
parce que la BCEAO est sous la tutelle légale du Trésor français. Et donc ça, c'est des sanctions qui n'ont aucune base légale. Et donc quand ces pays disent que nous ne voulons plus de la CEDEAO, on peut comprendre que c'est la réaction à tout cela. Mais cela étant dit, ces pays ont besoin de l'intégration régionale. Et ce qu'il faut dire, c'est que la CEDEAO, comme cadre d'intégration régionale, a été rendue caduque par les développements liés à la zone libre-échange continentale africaine. Parce que le protocole a été signé par tous les États africains, sauf l'Érythrée, et plus d'une vingtaine l'ont validé. Donc c'est en vigueur. Et dans ce protocole, il est dit qu'il y a la cause de la nation la plus favorisée. Qu'est-ce que ça veut dire? Si le Niger accorde une préférence à un pays voisin, le Niger devra l'accorder à tous les pays africains. Et donc même sans la CEDEAO, ces pays devraient avoir les mêmes préférences commerciales. Donc la CEDEAO comme cadre d'intégration économique est quelque part a été rendue caduque par la ZLECAf. Et caduque. Il y aura un délai de rétraction de 6 mois. Il y a également la médiation sénégalo-togolaise, mais ce que vous nous dites, c'est que la rupture est inéluctable. Bon, tout dépendra aussi, peut-être qu'il y aura de nouveaux dirigeants qui voudront revenir à la CEDEAO. Ces pays sont enclavés, ont besoin de l'intégration. Mais comme j'ai dit, en fait, la CEDEAO politique, gendarme de la démocratie, les peuples n'en veulent pas. Ce qu'il faut, c'est l'intégration africaine. Au niveau régional, ça peut marcher s'il y a le leadership. Mais le leadership a manqué. Mais est-ce que les peuples veulent aussi des coups d'État? Parce que ça, quand même, vous allez nous expliquer, parce que pour vous, ce qui se passe au Sahel est une dynamique de libération. Ce n'est pas un recul démocratique. Expliquez-nous pourquoi. Pas du tout. Pour moi, c'est une avancée vers la libération. Parce que nous, pays francophones, nous n'avons jamais eu d'indépendance véritable. Au moment des années 60, on nous a dit, en fait, si vous voulez votre indépendance, on va vous la donner, mais sans souveraineté. On contrôle votre monnaie, vos ressources naturelles, votre système d'éducation supérieure, etc. Donc la plupart des pays qui sont même développés par la suite, il y a des pays qui étaient dans la zone franc comme le Vietnam, etc. Ces pays se sont libérés eux-mêmes à travers des luttes de libération, etc. Mais nous, ça a été une indépendance dans la discussion, sans la souveraineté. Mais est-ce qu'on peut quand même cautionner un coup d'État comme ce qui s'est passé au Niger? Regardez actuellement la situation du président Bazoum. Il y a d'ailleurs un livre qui vient de paraître concernant sa situation. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut cautionner aussi de telles pratiques? En fait, les coups d'État ont toujours existé dans la zone franc. C'est ce que nous montrons dans le livre. Dans le bouquin, en Afrique, depuis 1960 jusqu'à 2023, il y a eu 161 coups d'État militaires réussis. 70 dans les 16 pays en Afrique subsaharienne qui ont été sous la domination française pendant la période coloniale. Donc ça, c'est spécifique. Et vous voyez, depuis l'intervention des États-Unis, de l'OTAN, de la France et du Royaume-Uni en Libye pour détruire le régime libyen, il y a eu 19 coups d'État réussis en Afrique. Les 15 entre l'Afrique du Nord et le Sahel. Donc ça veut dire qu'il y a des dynamiques externes qui créent ces coups d'État. Ce qui veut dire que ce sont les interférences étrangères qui créent ces coups d'État. Oui, et quand vous lisez par exemple, il y a une enquête... Mais il y a quand même des acteurs qui sont là, qui mais vont au front. Ils ont fragilisé ces États. Mais il y a aussi des ressorts internes, bien sûr. Absolument. Mais quand vous lisez par exemple certaines enquêtes qui ont été faites, je ne vais pas les citer ici, par exemple dans le cas du Mali, vous allez voir que plus de 90% des populations ils disent nous sommes contents avec le régime militaire, nous ne voulons pas des élections. Donc à un moment donné, si on est démocrate, est-ce qu'on doit écouter le peuple ou pas? Il y a des enquêtes qui ont été faites, les peuples disent que cette situation est préférable à celle que nous avions auparavant. Et qu'il y a trop de partis politiques et qui sont là juste que pour leur propre intérêt. Mais ça, Ndongo Samba Sylla, c'est inciter n'importe quel colonel de prendre les armes pour prendre le pouvoir. En fait, ça ne se déroule pas n'importe où. C'est une lecture simpliste de la situation? Non, ça dépend du contexte. Comme j'ai dit, il n'y a plus de coup d'État en Afrique. Les seuls pays où il y a des coups d'État sont les anciennes colonies françaises. Il y a eu 9 coups d'État depuis 2020 sur le continent. 8 sont d'anciennes colonies françaises, plus le Soudan. Et généralement, comme j'ai dit, ces coups d'État, en fait, ont des ressorts externes. Ça veut dire que si on veut mettre fin au coup d'État, il faudrait mettre fin aux ingérences étrangères. Juste la lorgnette économique, votre avis d'économiste sur toujours ce conflit AES-CEDEAO, les États de l'AES qui vont rester tout de même dans l'Union économique monétaire, dans l'UEMOA. Que faut-il comprendre? Oui, en fait, ils ont dit qu'ils allaient lancer leur propre monnaie. Est-ce que ce sera une monnaie unique à 3 ou ce sera un autre arrangement monétaire? Bon, on verra. Mais toujours est-il que le général Tchani l'avait annoncé. Faire une réforme monétaire, ça demande beaucoup plus de temps, beaucoup plus de préparation. Mais c'est sûr qu'avec les mesures qu'ils ont déjà prises, en fait, l'option de la souveraineté monétaire
en tout cas formelle, est en place. Est en place. La CEDEAO compte 15 États membres, dont 8 francophones. On ne va pas les citer, Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Guinée et les 3 États de l'AES. Diriez-vous que la CEDEAO est une succursale de la France-Afrique? Non, la CEDEAO, au contraire. Oui. Disons, quand la CEDEAO a été créée, la France voulait créer une organisation parallèle. Oui. On a toujours dit qu'il y a 2 puissances régionales en Afrique de l'Ouest, la France et le Nigeria. Oui. Mais récemment, la CEDEAO a été captée par des intérêts étrangers. Et l'exemple que je vous ai donné, la BCEAO qui met en place des sanctions contre le Mali. Les intérêts étrangers, notamment de la France. La France, de manière générale, l'Occident qui a capté la CEDEAO. Oui. Donc quand ces pays parlent de menaces... C'est un peu vu comme une succursale, hein, pour ne pas insister sur le mot, mais par les États de l'AES, c'est pour ça d'ailleurs qu'ils veulent en sortir. La critique habituelle, c'est de dire que c'est un syndicat de chefs d'État. Tout à fait. Donc si les chefs d'État eux-mêmes ne sont pas démocratiques, ne respectent pas la volonté populaire, donc on ne peut pas s'attendre à ce que la CEDEAO joue le rôle de gendarme. Pour moi, la CEDEAO doit être une organisation économique, pas une organisation qui joue le gendarme démocratique. Et elle s'est décrédibilisée dans ce rôle. C'est pourquoi ces 3 pays sont sortis. Mais on a besoin de l'intégration régionale. Tout à fait. Votre livre, mais là, en tout cas, on se dirige vers la désintégration. C'est pas la désintégration. Pas du tout? Non. C'est-à-dire que c'est une crise. Et toute crise est une opportunité pour faire les choses bien. Et ces pays mettent en place ce que les panafricanistes ont toujours souhaité. C'est-à-dire aller vers une confédération, avoir le contrôle sur les ressources, avoir une intégration de type militaire pour faire face aux défis sécuritaires. Donc, on peut ne pas aimer la méthode qu'il y ait des militaires, etc. Mais en tout cas, le paradoxe, c'est que les demandes souveraines des peuples ne sont pas prises en charge par ce qu'on appelle les démocraties. Et ça, il faut l'étudier. Il faut l'écouter. Votre livre est une autopsie de la France-Afrique, une révision de l'histoire des élections en Afrique francophone. Vous estimez que les dirigeants actuels ont hérité d'une catalogue de fraude électorale et c'est ce système qui se répète. Oui. En fait, oui, parce que on a écrit ce livre dans la foulée du précédent livre sur le franc CFA. Parce qu'une fois que vous avez terminé le livre sur le franc CFA, la question qu'on vous pose, mais c'est pourquoi vous l'avez toujours? Et donc, il faut expliquer, on l'a toujours parce qu'on a un certain type de dirigeants. Et ces dirigeants, depuis la période coloniale, ils ont été choisis par la métropole au terme d'élections. Tous? Oui, la plupart. Et vous voyez, par exemple, quand vous regardez la période de pré-indépendance entre 1945 et 60, il y avait des partis nationalistes, il y avait des partis panafricanistes et communistes. Bien sûr. Ils ont tous été liquidés. On en a connu au Sénégal. Oui, ils ont tous été liquidés. Donc, ceux qui ont été au pouvoir en 1960 en Afrique francophone, à part la Guinée, Sékou Touré et Sylvain Olympio, c'est les dirigeants qui ne voulaient pas de l'indépendance. Par exemple, Léon Mba au Gabon ne voulait pas de l'indépendance. Il dit non, nous ne voulons pas l'indépendance. Et donc, ces dirigeants ont été forcés même. A été forcés, oui. Ces dirigeants ont été créés via les élections. Parce que l'élection, rappelons-nous, partage la même racine en tant que mot que élite. Donc pendant plus de 2000 ans, comme on l'a dit dans le livre, personne n'a jamais parlé d'élection démocratique. On associait les élections à l'aristocratie, au gouvernement oligarchique. Ce qui vous fait dire que l'élection démocratique est un oxymore. Oui, c'est un oxymore, c'est pas moi qui le dis. Mais depuis plus de 2000 ans, je veux dire, vous lisez de Platon, Aristote à Emmanuel Kant, aucun de ces penseurs n'a jamais parlé d'élection démocratique. Donc c'est un oxymore qui a été inventé récemment. Qui a été inventé. De 1960 à nos jours, aucun dirigeant ouvertement anti-France-Afrique n'a été élu via des élections normales. Et vous dites que Bassirou Diomaye Faye, le président sénégalais, est une exception en l'espèce. Oui, on peut parler de loi d'airain de la France-Afrique. Dans ce livre, on donne les statistiques sur toutes les élections et aussi sur tous les coups d'État. Et donc, de 1960 à 90, c'est les régimes de parti unique, etc. Et donc, Bassirou Diomaye Faye est vraiment le premier des 16 pays que nous avons couverts et à avoir été élu, disons, via des procédures respectées par tout le monde, transparentes, légales. Vous n'avez pas peur du mot. Légales, et en n'étant pas le candidat, disons, de la France. Parce qu'avant, les seuls dirigeants à être parvenus au pouvoir et qui se rebellent contre la France-Afrique ont été des militaires. Et donc ce qui se passe au Sahel, ce n'est pas une surprise, c'est pourquoi je vous le dis. Jusque-là, comme j'ai dit, on n'a jamais eu de dirigeants civils élus via des voies légales, normales, etc., à part Bassirou Diomaye Faye. Donc les seuls contestataires de la France-Afrique ont été des régimes militaires comme Thomas Sankara, Mariam Gouabi au Congo, Joseph Ratsimandra à Madagascar. Vous avez parfaitement raison parce qu'on se souvient des déclarations de Ousmane Sonko, notamment, il est temps que la France lève son genou de notre cou. Mais il n'empêche, Nongo Sambasila, malgré les annonces répétitives de la France, de la fin de la France-Afrique, la France reste toujours un sujet de
politique intérieure. Oui. Pourquoi, selon vous? Bon, je pense que maintenant, c'est devenu différent. Parce qu'avec ce qui se passe au Sahel et au Sénégal, et les crises sociopolitiques qu'on observe en France, on est maintenant dans une nouvelle dynamique. C'est-à-dire que là, on est dans un second moment de libération. Oui. Et donc, c'est aux Africains eux-mêmes, disons, de se libérer, de prendre les mesures qu'il faut. Vous savez, il y a cet historien de l'Antiquité qui disait « le fort fait ce qu'il doit faire. Le faible subit ce qu'il doit subir. » Et donc, je pense que notre rôle est de ne pas subir ce que nous devons subir. Et ça, les Africains ont la lourde responsabilité par rapport, disons, par rapport à ça. À cette situation. Pour mettre fin à la France-Afrique, comment mettre fin à cette France-Afrique en continuant d'utiliser le franc CFA, mais également en ayant une présence militaire française au Sénégal? Pourquoi? Oui, en fait, il y a la présence militaire, il y a l'aspect diplomatique, il y a le franc CFA, etc. Donc, il y a sur tous ces aspects, il faut une décolonisation. Mais décolonisation, bon, ça ne veut pas dire quitter un maître pour un autre. Ça veut dire réfléchir déjà à ce qu'a été le colonialisme. En fait, en écrivant ces deux ouvrages, moi, je me rends compte que les intellectuels ne savent pas ce qu'a été le colonialisme, à part ses horreurs, etc. Mais quels ont été les mécanismes au plan économique, financier, fiscal, politique. Alors que si nous voulons décoloniser, il faut comprendre ça d'abord. Question pratique, les bases militaires, est-ce que les militaires français doivent partir, comme l'a dit récemment le président? Moi, je suis un panafricaniste. Il faut dégager toutes les bases militaires étrangères. Que ce soit au Gabon, au Sénégal, en Côte d'Ivoire. Partout, et quel que soit le pays, partout. Toutes les bases militaires, il faut en dégager, parce que c'est des facteurs d'instabilité. Le Sénégal est perdu par la France, avance l'écrivain Boubacar Boris Diop. Ça ne se fait pas de manière spectaculaire, mais c'est une lente strangulation, c'est le terme qu'il a utilisé. Pourquoi perdre le Sénégal est difficilement acceptable pour la France? Parce que nous avons été au départ. La première avait été colonisée, etc. Et là, ce qu'il faut dire, c'est que c'est le réveil des peuples africains eux-mêmes, de la jeunesse. La jeunesse dit, ce système nous est insupportable. Donc, on n'a rien contre la France, les États-Unis, l'Occident, mais seulement, nous voulons vivre dignement et librement, comme disait Thomas Sankara. Respectez-nous. Et aussi, c'est aussi un message en direction des dirigeants en disant, nous ne tolérons plus les dirigeants france-africains. Nous voulons autre chose. Quand les jeunes applaudissent les dirigeants au Sahel, les dirigeants militaires, mais c'est parce que les civils n'ont pas fait le job. Donc, c'est ça qu'il faut. Et donc, il faut attendre ce message, la jeunesse. On parle du Sénégal, mais on peut en dire autant de la Côte d'Ivoire. J'aurais pu poser cette question à votre co-auteur Fanny Pigeaud, qui a écrit France-Côte d'Ivoire, une histoire tronquée. La Côte d'Ivoire, qui compte également une présence militaire française. Perdre la Côte d'Ivoire également pour la France est tout aussi difficilement acceptable? Oui, parce que c'est des pays bastions. En fait, il y a 4 pays bastions. En Afrique de l'Ouest, vous avez le Sénégal, Côte d'Ivoire. En Afrique centrale, vous avez le Cameroun et le Gabon. Et d'une manière générale, quand vous regardez même les statistiques sur le coup d'État, ces pays ont été protégés par la France. Ces pays ont été rendus quelque part stables politiquement par la France. Ça, il faut le dire. Les gens ne le disent pas. Ils vont dire, le Sénégal est une belle démocratie. Mais la France a joué un rôle en maintenant une certaine stabilité politique. Et ça, nous le montrons dans le livre. Mais malheureusement, cette stabilité, tout comme celle que procurait la France CFA, n'ont pas permis le développement. Mais la stabilité n'a pas de prix, donc pourquoi essayer d'y toucher alors? Bon, en fait, c'est une stabilité qui, tôt ou tard, va générer les sources de l'instabilité. Parce que cette stabilité n'est pas assise sur des fondements démocratiques. Cette pseudo-stabilité ne permet pas le développement économique. Alors que là, les peuples se réveillent pour dire, nous voulons des emplois, nous voulons du pain. Et ça, c'est une demande révolutionnaire, nous voulons du pain. Est-ce à dire donc que c'est la fin du début, ou bien c'est le début de la fin de la France-Afrique? Bon, la France-Afrique était en crise. Donc quand on parle de crise, c'est-à-dire qu'il y a 2 chemins possibles, parce que c'est un terme médical. Soit c'est la guérison, ou bien soit ça s'aggrave. Moi, j'espère que ce sera la fin de la France-Afrique. Et on ne veut pas quelque chose d'autre qui remplace France-Afrique. On veut la liberté des Africains. Et donc ça, il faudra travailler collectivement, et surtout en entendant les voix des peuples. C'est important d'écouter les voix des peuples. Merci beaucoup, Ndongo Sambasila. De la démocratie en Afrique, donc c'est le livre écrit à 4 mains avec Fanny Pigeaud. Merci à vous, chers téléspectateurs. Restez avec nous sur TFM. Vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.